Selon vous, M. Alain Gauthier, que pourraient faire les États européens pour améliorer la recherche, l'arrestation, poursuite et tout ça des personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide perpétré contre les Tutsis? Par exemple, il nous a été dit, je ne sais pas si ça va se confirmer, mais en 2027, il ne devrait pas y avoir de procès concernant le génocide des Tutsis. Or, il y a devant la justice actuellement des dossiers qui traînent. Je pense en particulier au colonel Selou-Bouga, hein, contre lequel une plainte a été déposée en l'an 2000. C'était même avant l'existence du CPCR. Et puis tant d'autres. Bien évidemment, l'affaire Agathe Abiyalimana, qui a rebondi l'année dernière et cette année, dans la mesure où le parquet, la cour d'appel a décidé de réouvrir le dossier, mais je ne suis pas sûr que ça mène à grand-chose. Donc, si vous voulez, je pense qu'on ne peut compter que sur nos propres forces, notre propre détermination, pour que cette justice soit rendue. Ce qu'on souhaiterait, nous aussi, c'est que, par exemple, la justice française accepte d'extrader ces personnes-là vers le Rwanda pour y être jugées. Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs et fidèles de Rwanda Nordic TV ainsi que d'Igicanero TV. Je m'appelle Simeon Muhumuza, journaliste du Rwanda Nordic TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous proposer une émission spéciale consacrée à la mémoire et à la justice et à la quête de la vérité. Pour cette émission, je ne suis pas seul. J'ai le plaisir d'être accompagné de M. Egide Urachia, représentant d'Igicanero TV, afin d'aborder un sujet essentiel qui contribue à préserver la mémoire et à lutter contre l'impunité des auteurs présumés du génocide perpétré contre les Tutsis. Monsieur Egide, je vous salue. Bonjour, bonjour. Bonjour, Monsieur Alain Gauthier. C'est une première sur notre chaîne. Je vous salue, c'est l'honneur de vous accueillir. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, il est des pages de l'histoire qui ne peuvent être effacées. Il est des événements qui ne doivent jamais être oubliés. Il est des femmes et des hommes qui ont choisi de consacrer leur vie, leur temps et leurs énergies afin que la vérité ne disparaisse jamais et que la justice soit rendue à ceux qui la méritent. Plus de 30 ans se sont écoulés depuis le génocide perpétré contre les Tutsis. Si les massacres ont pris fin en 1994, la quête de la vérité et de la justice, elle se poursuit encore aujourd'hui. De nombreux suspects ont quitté le Rwanda, se sont installés dans différents pays, parfois sous une nouvelle identité, pensant que le temps finirait par effacer leurs crimes ou que le monde oublierait. Pourtant, l'histoire nous enseigne que la vérité peut parfois tarder, mais qu'elle finit toujours par triompher. Parmi les personnalités qui ont joué un rôle majeur dans cette longue quête de justice figure Alain Gauthier et son épouse Daphrose Gauthier, fondateur en 2001 du collectif des partis civils pour le Rwanda, CPCR. Depuis plus de 20 ans, le CPCR mène un travail considérable en rassemblant des preuves, en accompagnant les victimes et en collaborant avec la justice française afin que les personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide des Tutsis soient traduites devant les tribunaux. Cette détermination a notamment conduit à plusieurs procès historiques, parmi lesquels ceux de Pascal Simbikangwa, Tito Barahira, Octavien Ngenzi, Claude Muhayimana, Laurent Mukibaruta, Philippe Atayikimana, Di Biguma,
ainsi que celui du docteur Eugène Rwamucyo, récemment condamné une nouvelle fois à 27 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises de Paris à l'issue de son procès en appel. Aujourd'hui, nous souhaitons comprendre ce qui pousse une personne à consacrer plus de 20 ans de sa vie à rechercher les auteurs présumés du génocide contre les Tutsis. Comment le CPCR parvient-il à retrouver ces personnes parfois installées depuis de nombreuses années à l'étranger? Quels sont les principaux défis auxquels ces membres sont confrontés? Et quels enseignements tirent-ils depuis de 2 décennies de combat pour la justice? C'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Monsieur Alain Gauthier, soyez le bienvenu sur Rwanda Nordic TV et Igicha Neo TV. C'est un immense honneur et un véritable privilège de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Monsieur Alain Gauthier, c'est un honneur et merci encore d'être avec nous. Ma première question, beaucoup de gens connaissent le CPCR à travers les procès qu'il contribue à faire aboutir, mais peu connaissent l'origine de votre engagement. Qu'est-ce qui vous a réellement conduit à consacrer votre vie à la recherche de la justice pour les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis? Alors, si vous voulez, c'est en 2001, suite au procès dit des 4 de Boutaré à Bruxelles, qui était initié par des amis, dont Gassanan Doba, ainsi que le frère de Dafrosa, François Sebatassi. Ils nous ont interpellés et ils nous ont dit « Mais vous, qu'est-ce que vous faites en France ?» Et c'est là qu'on a repris, si vous voulez, la question au bon et on a décidé, dans les mois qui ont suivi, de rassembler des amis pour créer le collectif des partis civils pour le Rwanda, en se donnant comme objectif de poursuivre en justice les personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide des Tutsis et qui se trouvent sur le territoire français. C'est pas plus compliqué que ça. Peut-être s'est-on engagé un peu à la légère, on ne savait pas que ça allait nous prendre le reste de notre vie, mais c'est ainsi. Et votre ami Séméon a énuméré les différents procès dont nous sommes pour la plupart à l'initiative, et la justice française s'est mise en route suite au travail que nous avons pu initier. Et depuis 20 ans, vous menez des enquêtes sur des personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide. Comment parvenez-vous à localiser ces individus, parfois installés dans de nombreux pays, parfois à changer des identités? Comment vous parvenez à les amener vers les tribunaux? Alors, si vous voulez, je peux prendre assez rapidement 3 exemples. Le premier, Pascal Simbi-Kangwa, qui vivait à Mayotte et qui se consacrait au trafic de faux papiers, nous avait été signalé par une jeune journaliste française qui se trouvait là-bas. C'est ainsi qu'on a commencé à faire des recherches le concernant. Par contre, le cas de Ategekimana, Biguma, le gendarme de Nyanza, c'est une lettre anonyme qui nous l'a dénoncé un jour lorsqu'on rentrait du Rwanda, nous signalant qu'il habitait dans la région de Rennes, en France. Et comme on le fait chaque fois, on a pris notre bâton de pèlerin, on s'est rendu sur place et on est allé recueillir les témoignages, soit des tueurs, soit des rescapés. Et concernant le dernier, Eugène Rwamucyo, c'est encore un peu plus, un peu plus drôle, puisque en 2002, on venait juste de créer le collectif des partis civils. Il participe à un colloque au Sénat français, un colloque intitulé « Demain le Rwanda ». Ce colloque était organisé par
toute une bande de négationnistes, dont Charles Onana, et puis le responsable de la démocratie chrétienne, etc. Et un certain Antoine Nietera, qui se présente comme Tutsi, mais qui nie le génocide. À un certain moment du colloque, je pose des questions et tout le monde se demande, mais qui c'est ce blanc, qui c'est ce Muzungu là, qui pose des questions. Et devant moi, il y a quelqu'un qui se retourne et qui dit, oh, ce blanc, je le connais bien, il ne connaît le Rwanda que par des confidences sur l'oreiller. Et donc, je demande à mon ami Sébassoni, que tout le monde connaît au Rwanda, qui était à côté de moi, je dis, mais qui est ce monsieur? Il me dit, c'est Eugène Rwamucyo. Et on a commencé ainsi à faire des recherches le concernant, et plus de 25 ans après, eh bien, puisque ça c'était en 2002, eh bien, il a été jugé et condamné en appel. Voilà, si vous voulez, un petit peu comment on s'y prend pour retrouver et surtout enquêter, parce qu'il ne suffit pas de les retrouver, mais il faut surtout constituer des plaintes, ce qui est le gros de notre travail. En fait, quand on a vu le docteur Eugène Rwamucyo faire arrêter, c'était dans l'enterrement de Barayagwiza. Là, c'était la première fois? Jean Bosco Barayagwiza, effectivement, non, moi je l'avais connu avant, puisque l'enterrement de Barayagwiza a été organisé après la plainte que nous avons déposée. Enfin, c'était en 2007 la plainte. Mais moi j'avais connu Rwamucyo en 2002. Hein, et sur cette vidéo, Rwamucyo réagit en disant: vous êtes content, Monsieur Gauthier? Oui. alors que je n'étais pas là, voyez, mais j'étais un petit peu déjà sa bête noire. Hein. Moi, j'ai appris son arrestation par les médias le lendemain, peut-être, voilà. Dans l'hôpital où il travaillait, on a dans son histoire, il y a une infirmière qui a dit que en fait, il a reconnu, il a vu peut-être ça. Il a vu Eugène Rwamucyo là où il travaillait à l'hôpital. Alors, quelque chose s'est passé dans sa tête. Alors, il a dit que peut-être ça peut être lui. Tu connais quelque chose là où il travaillait au nord de la France? Oui, vous voulez parler de l'infirmière? Oui. Voilà. Donc, effectivement, mais ça, c'était, je crois, en 2010. Donc, à une époque où déjà on avait déposé la plainte et où, à cette époque-là, on avait déjà enquêté. Et effectivement, il y a une infirmière qui s'est plaint du comportement du médecin du travail, donc qui était Rwamucyo, qui lui avait reproché un petit peu son embonpoint. Et elle avait fait des recherches sur Internet et elle a vu que effectivement, eh bien, il y avait des choses pas très claires le concernant. Et je dirais que mais ce n'est pas cet événement-là qui a fait que Rwamucyo a été déféré devant la justice française, hein, puisque la plainte était bien antérieure. Oui, monsieur Allais, alors, une fois qu'un suspect est localisé, quelles sont les principales étapes qui conduisent son dossier jusqu'à un tribunal et comment se déroule concrètement ce travail d'enquête? Alors, dès qu'on apprend la présence d'une personne qui est soupçonnée d'avoir participé au génocide des Tutsis au Rwanda, en France donc, eh bien, avec Dafrosa, mon épouse, on se rend sur les lieux des crimes. Hein. Rwamucyo, c'était un peu plus... ça, c'était bien précis, c'était essentiellement Butare, hein, puisque tous les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été condamné, c'était à Butare. Concernant le gendarme Biguma, c'était à Nyanza. Voilà. En tout cas, on se rend sur place et on va rencontrer le maximum de personnes qui auraient pu soit connaître la personne qu'on poursuit, soit en avoir entendu parler. Et donc, on rencontre d'abord des rescapés. Alors, les rescapés, vous savez que s'ils sont rescapés, c'est parce que ils se sont cachés ou ils ont été cachés. Donc, ce ne sont pas forcément les meilleurs témoins des faits, en tout cas. Et on rencontre également les tueurs. Alors, les tueurs, il y en a deux catégories. Il y a ceux
qui ont plaidé coupables généralement dans les gachacha et qui ont écopé de peines relativement clémentes, donc qui, ayant plaidé coupables, eh bien, ont bénéficié de remises de peine, donc on les rencontre chez eux, sur les collines, ou bien pour ceux qui ont été condamnés à des peines beaucoup plus lourdes, 30 ans de prison ou perpétuité, eh bien, on va les rencontrer en prison, après avoir bien sûr demandé l'autorisation du directeur national des prisons pour pouvoir entrer dans ces prisons-là. Et puis, une fois qu'on a récolté un certain nombre de témoignages qui nous paraissent crédibles, eh bien, on rentre chez nous, ici en France. Dafrosa traduit les témoignages qui ont pu être recueillis en Kinyarwanda, si c'est le cas, et puis on remet tous ces documents-là à nos avocats qui sont chargés de rédiger la plainte, et à ce moment-là, ils déposent la plainte auprès du pôle crime contre l'humanité au tribunal de grande instance de Paris. Et à ce moment-là, le parquet, qui a toujours accepté toutes les plaintes qu'on a déposées, désigne un juge d'instruction qui, à son tour, alors, et c'est là c'est pour ça que le travail est très long, qui, à son tour, va venir sur place au Rwanda pour rencontrer les témoins à charge et à décharge. Et c'est au bout de 5, 10, 15, 20 ans, pour certains, que la décision est prise, soit de les déférer devant la cour d'assises de Paris, soit de prononcer des non-lieux qui, dans la mesure où ils n'ont pas recueilli suffisamment de preuves pour accuser ces personnes-là. Vous est-il arrivé de poursuivre un suspect pendant de très nombreuses années en pensant que son dossier n'aboutirait jamais devant la justice avant qu'il ne soit finalement jugé? Pas véritablement, puisque jusqu'à maintenant, toutes les plaintes qu'on a déposées ont été jugées recevables par le procureur. Donc, si on se décide à poursuivre quelqu'un en justice, c'est parce qu'on a des bonnes raisons de le faire. Ce qui nous surprend parfois, par contre, c'est le fait que certains d'entre eux obtiennent des non-lieux qui, pour nous, sont, je dirais, incompréhensibles. Je pense à l'un d'entre eux, le premier contre lequel une plainte a été déposée avant même la création du collectif des parties civiles, c'est l'abbé Wenceslas Munyeshaka, qui au bout de plus de 25 ans d'enquête, eh bien, a fini par bénéficier d'un non-lieu. Donc c'est plutôt ces décisions-là qui nous étonnent, et non pas le fait que les personnes sur lesquelles on enquête, eh bien, sont déférées devant la cour d'assises. Y a-t-il un dossier qui vous a semblé le plus difficile à mener et pourquoi, s'il y en a? Alors peut-être que le plus difficile, je pense au premier, Pascal Simbikangwa, parce que Pascal Simbikangwa était à Kigali et que dans ce dossier-là, nous n'avions pratiquement pas de personnes physiques comme partie civile. Donc, nous avions recueilli quelques témoignages, mais à nos côtés, il y avait il n'y avait pas même de personnes physiques. Vous voyez, pas de partie civile. Donc, ça a été un peu compliqué, d'autant qu'il a obtenu des non-lieux pour certains faits que nous, on lui reprochait. Mais, bon, si vous voulez, si le travail des juges d'instruction est fait correctement, s'ils essaient de rencontrer le maximum de témoins pour avoir le maximum de preuves, eh bien, normalement, ces dossiers-là conduisent vers la cour d'assises. Hein. Mais je dirais qu'au moins 5 ou 6 personnes jusqu'à maintenant ont bénéficié d'un non-lieu. Et le dernier, d'ailleurs, c'est le curé ou le vicaire de Mubuga, Marcel Itayezu, qui a bénéficié d'un non-lieu. Nous n'avons pas fait appel parce que nous sommes une toute petite association et nous n'avions pas les moyens d'apporter des éléments nouveaux pour contester le non-lieu. Justement, le procès à l'appel du docteur Eugène Rwamucyo s'est récemment achevé.
Y a-t-il des éléments marquants de cette affaire que le grand public n'a pas vu ou ne connaît pas, que ce soit au cours des enquêtes ou pendant des audiences? Alors, dans la plupart des dossiers, comme dans celui de Rwamucho, mais dans d'autres, il y a d'autres procès qui vont en venir, on se rend compte que les juges d'instruction n'ont pas toujours rencontré des témoins qui nous paraissent essentiels. Alors, bien évidemment, nous, on va les faire citer, on les a rencontrés, on va les faire citer, même s'ils n'ont jamais été entendus. Alors, je voudrais quand même préciser que concernant tous ces procès-là, bon, il ne faut pas que telle ou telle personne revendique la victoire lors de ces procès. Dans le procès Rwamucho, il y avait une quinzaine d'avocats. Bien évidemment, nos deux avocats du collectif des parties civiles, puisque c'est nous quand même, au collectif, qui sommes, je dirais, la tête de pont de ces procès, dans la mesure où c'est nous qui avons déposé des plaintes et enquêté, mais voilà, il y avait des avocats qui représentaient des victimes, des parties civiles, et puis des avocats d'autres associations telles que la Ligue des droits de l'homme, l'association Survie, etc. Donc, voilà, c'est les résultats qu'on obtient, ce sont les résultats d'une équipe d'avocats. Ceci dit, dans le dossier Rwamucho, je ne peux pas dire que des événements graves aient été oubliés. Personnellement, pour moi, si vous voulez, bon, il y avait le problème de l'enfouissement des corps, dont on a beaucoup parlé pendant le procès, mais pour moi, il y avait surtout aussi le discours que Rwamucho a prononcé le 14 mai 1994 en présence de Jean Kambanda, où il demandait aux intellectuels de s'engager dans la poursuite du génocide. Et je crois que c'était ça l'essentiel du dossier. Monsieur, devant les tribunaux, les accusés contestent souvent les faits ou nient toute implication. Après toutes ces années d'expérience, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que les preuves réunies sont suffisamment solides et crédibles? Ah ben écoutez, de toute façon, toutes les personnes qui ont été jugées et condamnées ont toutes dit qu'elles étaient innocentes, raison pour laquelle ils font appel. Maintenant, ce qui nous permet de dire que nous avions raison, c'est tout simplement que au bout de 4, 5, 6 semaines de procès, eh bien, il y a une vérité judiciaire qui est prononcée par un jury populaire et des magistrats professionnels et qui prononce la condamnation, puisque toutes les personnes jugées ont été condamnées. De Sipikangwa à Rwamucho, les condamnations sont allées de 14 ans de prison à perpétuité. Voyez? Donc, c'est la seule chose qui nous fait dire que, eh bien, nous ne nous sommes pas trompés. Est-ce qu'au cours de votre engagement, vous avez été confronté à des pressions, à des intimidations, à des tentatives visant à empêcher ces procédures judiciaires? Alors, il y a des intimidations, bien sûr. Personnellement, je reçois régulièrement sur l'adresse du collectif des parties civiles des messages qui parlent de nous comme le couple diabolique franco-tutsi d'Afrosa et Alain Gauthier, des judéo-maçonniques qui nous présentent comme les sous-marins du pouvoir au Rwanda. Mais ça se limite à ça, sauf lors du procès Rwamucho quand même. Il y a eu une manifestation d'une association qui s'appelle Bao, que nous ne connaissions pas personnellement, et qui s'en prend surtout à Dafrosa et à moi-même, et le collectif, qui dénonce le travail qu'on fait. Lors du
lors du procès en appel de Sosthène Munyemana, je ne sais pas, on n'en a pas parlé, mais bon, il a été condamné aussi à 25 ans de prison. Il y a un certain franco-rwandais qui a organisé une cagnotte pour nous poursuivre en justice. Hein. Bon, nous, on a porté plainte à notre tour. Je ne sais pas si ça va déboucher sur quelque chose, mais si vous voulez, on ne peut pas dire qu'on reçoive beaucoup de pression. Hein. Je crois que la seule difficulté qu'on ait pu avoir, mais dès le début, c'est le manque de volonté un petit peu des hommes politiques en France, hein, d'organiser et de donner suffisamment de moyens à la justice française pour que des procès aient lieu. Hein. Mais au-delà des insultes qu'on peut recevoir, ça ne nous touche pas vraiment. Et le CPCR connaissent d'autres personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide, mais qui vivent encore à liberté, mais dont les dossiers ne sont pas encore parvenus devant les tribunaux. Ah, il y a encore beaucoup de dossiers sur lesquels nous travaillons. Bon, le prochain procès va viser un certain Majaliwa Safari, un Imbonerakure de Nyanza. Il va comparaître détenu, il est en prison, mais cette affaire-là, c'est le parquet qui a pris l'initiative. Ce n'est pas le CPCR ni les autres associations, c'est vraiment un des dossiers initiés par le parquet. Parce qu'il faut savoir quand même que entre 2001 et 2019, toutes les plaintes ont été déposées par notre association. Je dis bien toutes les plaintes. Mais depuis 2019, le parquet a pris l'initiative d'ouvrir des informations judiciaires, je crois dans une dizaine de cas, et l'affaire Majaliwa Safari, précisément, c'est une affaire qui a été initiée par le parquet et dans lequel nous nous sommes constitués partie civile et nous avons un nombre relativement important aussi de rescapés de Nyanza qui se sont constitués partie civile à nos côtés. Vous avez rencontré de nombreux survivants du génocide ainsi que des familles des victimes. Existe-t-il un témoignage ou une rencontre qui a profondément changé votre perception de la justice ou renforcé votre engagement? Alors, vous savez, chaque rencontre de rescapés en particulier, c'est quelque chose qui nous touche profondément parce qu'on est confronté à des histoires, je dirais, qui sont à la fois universelles et en même temps uniques. Quand une femme vous raconte les viols multiples qu'elle a pu subir pendant les génocides, des miliciens qui soi-disant les protégeaient, mais en vérité c'était pour faire de ces femmes des esclaves sexuels, tous ces témoignages-là nous touchent beaucoup. Mais il n'y en a pas un en particulier, voyez. Chaque histoire personnelle nous atteint. Parmi dans toutes les affaires que vous avez suivies, y en a-t-il une qui vous a particulièrement marqué sur le plan humain ou émotionnel? Alors, je dirais peut-être le procès de Genzi Baraira Kabarondo, qui a été le second procès organisé en France, nous a donné l'occasion, je dirais presque pour la première fois, de rencontrer véritablement des rescapés. Et on a tissé avec ces rescapés-là des liens très étroits. Parce qu'il faut savoir que une fois le procès terminé, nous n'abandonnons pas les personnes qui se sont constituées partie civile à nos côtés. Chaque fois que nous en avons l'occasion, nous allons leur rendre visite, on partage un petit repas, une brochette ou un verre ensemble. À la fin des procès, on va les rencontrer pour leur dire comment ces procès-là se sont déroulés. Vous voyez, nous on met, je dirais, un petit peu notre point d'honneur à garder des contacts avec tous ces gens-là, même si
au bout de 20 ans, pendant 20 ans, si vous voulez, on peut parfois, je ne dis pas s'oublier, mais on a tellement de dossiers en route que ça ne nous permet pas toujours de rencontrer tous ceux qu'on voudrait. Mais bon, Kabarondo, et puis je dirais aussi le dossier de Bigouma, Philippe Ategekimana à Nyanza, parce que je dirais que je crois que c'est au cours de ce procès-là que les femmes qui avaient été violées ont enfin eu le courage d'en parler devant une cour d'assises. Voilà ce que je peux dire par rapport aux faits qui nous ont marqués. Mais chaque procès est important pour nous. Voilà. Nous, on existe uniquement pour permettre aux rescapés et à leurs familles de bénéficier enfin de ce qu'ils réclament tous, c'est-à-dire la justice. Selon vous, M. Alain Gauthier, que pourraient faire les États européens pour améliorer la recherche, l'arrestation, poursuite et tout ça des personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide perpétré contre les Tutsis? Bon, je crois qu'il ne faut pas trop compter sur les États européens ou autres, puisque toutes les affaires qui sont arrivées devant la justice l'ont été suite au travail de notre association ou du parquet. Donc, ce n'est pas tellement les autorités politiques d'un pays. Bon, la France a déjà plusieurs fois promis de juger toutes les personnes qui sont en France et qui auraient participé au génocide des Tutsis. Mais pour pouvoir juger ces gens-là, il faut donner à la justice les moyens de le faire. Par exemple, il nous a été dit, je ne sais pas si ça va se confirmer, mais en 2027, il ne devrait pas y avoir de procès concernant le génocide des Tutsis. Or, il y a devant la justice actuellement des dossiers qui traînent. Je pense en particulier au colonel Seloubuga, contre lequel une plainte a été déposée en l'an 2000. C'était même avant l'existence du CPCR. Et puis tant d'autres. Bien évidemment, l'affaire Agathe Abiyalimana, qui a rebondi l'année dernière et cette année, dans la mesure où le parquet, la cour d'appel a décidé de réouvrir le dossier, mais je ne suis pas sûr que ça mène à grand-chose. Donc, si vous voulez, je pense qu'on ne peut compter que sur nos propres forces, notre propre détermination, pour que cette justice soit rendue. Ce qu'on souhaiterait, nous aussi, c'est que, par exemple, la justice française accepte d'extrader ces personnes-là vers le Rwanda pour y être jugées. La justice française ne serait ainsi pas encombrée par tous ces dossiers qui n'avancent pas. Vous voyez, si la Cour de cassation avait accepté d'extrader les personnes qu'on trouve en France vers le Rwanda, eh bien la justice serait rendue beaucoup plus rapidement. Si bien que je pense que beaucoup de personnes qui pourraient être soupçonnées d'avoir participé au génocide et jugées, en fait, ne le seront jamais. Est-ce que pensez-vous qu'un jour, il n'y aura plus de nouveaux dossiers concernant des suspects du génocide, ou estimez-vous qu'il reste encore des personnes qui devront répondre de leurs actes devant la justice? Non, mais il en reste encore, bien évidemment, mais je le dis souvent, le temps joue en faveur des bourreaux. Le génocide a été perpétré il y a 32 ans. Les plus jeunes personnes contre lesquelles on enquête ont au minimum 60 ans, 70 ans. Donc, bien évidemment qu'un jour, toutes ces poursuites-là vont s'arrêter. Hein. Les rescapés disparaissent aussi. Hein. Donc, leurs témoignages, on ne les entendra pas. Bien sûr qu'un jour, ça s'arrêtera obligatoirement parce que il n'y aura plus de personnes à juger.
Mais actuellement, devant les juges d'instruction, sur le bureau des juges d'instruction, il y a suffisamment de dossiers pour encore quelques années. Mais plus on attend, évidemment, eh bien, moins on aura de chance de voir la justice rendue. Merci Alain Gauthier. Nous vous remercions très sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons plein succès dans la poursuite de vos activités et l'effort que le CPCR fait. On est très reconnaissant d'avoir au moins reçu de votre expérience de ce que vous faites dans la justice. Alors, si vous permettez, je voudrais avoir aujourd'hui une pensée particulière pour un jeune Rwandais, Jean-Paul Mugiraneza, de Butare, accueilli en 1994 avec sa sœur, Pauline, qui est décédée aux États-Unis et dont le corps a été rapatrié hier. Hein, il avait 38 ans. Pour moi, ce jeune homme, qui est de la famille de Dafrosa, qui sera inhumé dans les jours prochains ici à Kigali, eh bien, c'est aussi une victime du génocide, hein, parce que vous avez un certain nombre de rescapés qui ne se remettront jamais de ce qu'ils ont vécu. Donc, voilà, j'ai une pensée, nous avons une pensée avec Dafrosa et nos enfants, hein, puisque ces deux enfants-là étaient chez nous pendant 1 an. Nous avons une pensée particulière pour Pauline, sa sœur, qu'on avait accueillie, et pour son papa, Moubera, un commerçant de Butare. Voilà, je crois que c'est important de penser à eux en ces jours de deuil. On ne sait pas. On avait obtenu une bourse pour se rendre aux États-Unis et qui n'était jamais rentré. Qu'il faisait de temps en temps de la dépression, mais on n'a pas eu de détails sur sa mort. Mais quelles que soient les circonstances de sa disparition, de son départ, je le redis, hein, c'est une victime du génocide. Il ne s'est jamais remis de la mort de sa maman, de sa grande sœur, et la vie qu'il a eue après, eh bien, dans la vie qu'il a eue après, il n'a jamais pu se défaire de ces fantômes liés au génocide. Merci beaucoup encore, Monsieur Alain Gauthier. Merci à vous.